Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 34 d'Open Thunder, le seul podcast français sur OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis comme d'habitude avec Constant. Comment ça va, Constant? Bah ça va, très heureux de vous retrouver. Mais c'est incroyable, sur ce début de saison, le Thunder n'est pas la pire équipe de tous les temps, contrairement à ce que certains médias le prétendaient au bout de 3 matchs. On est même plutôt meilleur que 7 ou 8 équipes en termes de bilan, notamment les Hawks, finalistes de conf la saison dernière. Donc bon, si OKC est la pire équipe de tous les temps, ça veut dire qu'il y a 7 autres équipes en ce début de saison qui sont des plus mauvaises équipes que le Thunder. Donc bon, moi ça me surprend, mais à part ça, très heureux de vous retrouver pour parler d'OKC et faire un petit bilan après 10 matchs joués. Oui, parce que Constant troll un petit peu en disant ça, mais c'est un peu la question qu'on va se poser. C'est quel est le niveau d'OKC sur ce début de saison, comment on se situe par rapport aux autres cancres de la ligue, si je peux dire, cancres annoncés, on va plutôt dire d'ailleurs. Les autres équipes qui étaient censées tanker ou jouer la loterie, ou se reconstruire pour ceux qui veulent atténuer les choses. Donc on va essayer de regarder ça beaucoup statistiquement, comment se situe OKC, parce que comme tu l'as dit, en termes de bilan, pour l'instant, c'est assez surprenant, puisqu'après 10 matchs, 4-6, c'est plus que satisfaisant. Je pense qu'on n'aurait pas trop parié dessus. Un match d'être à 50%, sachant que par exemple le match contre les Clippers aurait pu être gagné. T'as ce match contre Houston, contre un adversaire un peu plus faible qui a été complètement déjoué pour le coup, celui-là. Quand t'es à 4-6, quand t'as joué Philly, Golden State 2 fois, faut pas l'oublier, et quand t'as joué les Lakers 2 fois plus les Clippers, franchement, tu te retrouves avec un bilan de 4-6, c'est loin d'être dégueulasse, alors que t'as joué des équipes qui visent le haut de la conférence Ouest ou de la conférence Est. Et on va revenir sur ce qui fait que cette équipe-là aussi a ce bilan-là, notamment dans le clutch, notamment contre les équipes peut-être un peu plus faibles où on a une certaine sécurité, j'ai l'impression, là, sur les 2 derniers matchs. En tout cas, actuellement, OKC sur une bonne série de 3 victoires d'affilée, avec pas mal de jours de repos. Les matchs passent lentement, c'est pour ça qu'on aère un petit peu nos épisodes. Ils sont un peu moins réguliers parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs en soi comparé à l'année dernière. Euh, Constant, on va commencer. Comment tu situes le début de saison d'OKC? On se souvient que l'année dernière, on avait fait le même type d'épisode parce qu'on s'attendait à tanker et on était très bon au début, très bon peut-être pas, mais bon en début de saison. Donc on était à 8-9 Largement en dans le termes de play-in. bilan à un moment. Ouais, donc, comment tu situes le début de saison d'OKC? Peut-être d'abord statistiquement, qu'est-ce que tu retires? Et puis petit à petit, on comparera peut-être à ce qui est fait autre part dans les autres équipes qui sont censées être de notre calibre. Statistiquement, c'est pas la panacée, il faut être honnête. Si tu te focalises uniquement sur le net rating, OKC n'est que la 26e meilleure équipe de la NBA à égalité avec les Rockets. Faut pondérer ça avec le fait que OKC, quand ça perd, ça prend souvent des branlées, et quand ça gagne, c'est souvent pas beaucoup. Un petit peu dans le même cas de figure que la saison dernière, en tout cas la première partie de saison dernière. D'un Quand point on de parlera vue... du clutch, de toute façon, toutes les victoires sont dans le clutch. La NBA considère donc à partir de là. Voilà, donc euh, ce qui va d'ailleurs nous poser des problèmes encore une fois. Et ça, c'est un truc, voilà, on va pas se lancer direct sur le clutch, mais c'était un truc que j'avais déjà annoncé quand on avait fait la preview. Après, en termes purement statistiques, en termes d'offensive rating, c'est encore dégueulasse, 29e, on n'est même pas à 100 d'offensive rating. Il y a que Détroit qui fait pire, ça c'est une sorte de constante, tous les ans, Détroit, Houston, Orlando, c'est vraiment le worst tier des équipes qui savent pas attaquer. Donc voilà, va falloir, les shoots tombent pas dedans. Tu vois que quand les shoots tombent dedans, c'est bête à dire, mais quand les shoots tombent dedans, OKC est difficile à défendre. On a vu ça là lors du match de cette nuit contre les Pels. Dès que t'as 2-3 shoots qui tombent dedans, t'as un écart qui est instantanément fait. Même le match face aux Spurs, enfin voilà, ça ne s'applique pas qu'à OKC, globalement il y a plein d'équipes, à partir du moment où elles rentrent leurs tirs, elles deviennent vite inarrêtables. C'est juste dommage, c'est que les tirs côté OKC ils tombent pas souvent dedans. Après le point positif, et encore une fois, on est, très honnêtement, on pourrait quasiment reprendre le même podcast que celui qu'on a fait la saison dernière et le recopier, enfin faire un copier-coller, parce qu'il serait toujours autant d'actualité, tant les stats et le bilan se ressemblent en fait. Parce que voilà, en attaque c'est pas fou, en defensive rating, OKC est bien remonté, puisque OKC maintenant est dans la première moitié de tableau et 14e, avec 106.4 de defensive rating, à égalité avec les Lakers, et qui a un meilleur defensive rating que Milwaukee et que Phoenix, les deux finalistes NBA en date. Mais ouais, on pourrait quasiment reprendre le même podcast, parce que t'as une équipe qui surprend,
qui s'impose dans le clutch avec une attaque pas folle, avec une bonne défense. Ouais, au final, c'est dans la lignée de la saison dernière. Voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que on s'attendait peut-être à ce que OKC soit moins bon quand même que la première partie de saison de l'année dernière. Force est de constater que OKC a repris sur les mêmes bases qu'au moment de la blessure de Shea. Oui, c'est suite de la saison dernière, mais de la première partie de la saison dernière, Ouais. pas de la fin de l'année dernière, Ah ouais, non, effectivement. ça non. Non, statistiquement, t'as bien résumé la situation. On est une des pires attaques de la ligue, et ça, je pense qu'on le restera un moment. On en a beaucoup parlé dans notre dernier live de cette attaque, de ce qu'on en attendait, de ce qui était montré collectivement, etc. Ce qui s'en dégage, et tu l'as rappelé, déjà, c'est qu'on met pas de tir, ce qui t'empêche d'être une bonne attaque. Ça, c'est un élément essentiel. Quand t'es 28e au pourcentage à 3 points, alors que t'es 12e en nombre de tentatives, forcément ça devient compliqué quand t'es à 30% en termes d'équipe. Même si les chiffres cette année ont baissé, en termes de pourcentage à 3 points, à part pour certains, mais je pense que globalement ça a baissé autour de la ligue. Ça reste faible, et on le voit match après match où c'est des 5 sur 21, c'est ces chiffres-là où t'as des périodes où t'es à 1 sur 12, après ça remonte un petit peu, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, tu l'as bien aussi dit, c'est les matchs qu'OKC gagne, à part ce côté clutch qu'on abordera largement, il y a ce côté où on met des tirs. L'exemple d'un Dort est flagrant hier contre les Pélicans. L'exemple d'un Beasley aussi, qui met un peu plus dedans quand l'équipe est compétitive. Dort, Chez il à met pas part, les j'ai tirs l'impression. hier. C'est qu'il réussit ses drives, c'est Oui, différent. d'ailleurs, non, oui, il réussit. Oui, c'est plutôt comme ça, j'aurais dû le dire. C'est qu'il apporte offensivement et qu'il réussit, mais il met pas tant de tirs que ça, effectivement. Non. Il les met au début et après il Il y arrête a un 2 peu de sur mettre 7. d'ailleurs. Ouais. Mais d'ailleurs, à la fin, on va pas résumer le match, mais un peu déçu de cette fin de match où il fait une énorme première mi-temps et après il perd un peu en confiance. Voilà. Bon. Mais globalement, j'enlève un peu Shea de ça parce que j'ai l'impression qu'il est quand même dans son monde offensivement dans cette équipe-là. Ça aussi, on l'a très bien dit en termes d'ISO, en termes de comment l'utiliser, Ah en termes. en termes d'ISO, tiens, excuse-moi de te couper, il est premier de toute la ligue en termes d'ISO par match. Oui, De c'est toute ce la qu'on ligue. avait dit, dans le live de la dernière fois. Il Ah est ouais. très loin devant tout le monde Par et, contre, en termes et d'efficacité, il est pas. C'est moins bien. C'est moins bien. ça a baissé. Ça a baissé. On est à Et 1,9 points par possession, je crois. Alors que t'as un Steph Curry qui a 1,71. Bon, voilà, que non, mais Steph, enfin, c'est n'importe quoi, mais bon. Toujours est-il que voilà. Moi, je me plaignais par exemple du fait que ça manquait de passes décisives. Quand t'as un joueur qui joue le plus d'ISO de toute la ligue, c'est sûr que tu vas avoir moins de passes, mais bon. oui, c'est sûr. Mais du coup, je l'écarte un peu de ça, mais par rapport aux autres, même sur les derniers matchs, sur cette série de 3 victoires, t'as quand même du progrès, même si on reste dans les plus faibles de la ligue et qu'on mettra rarement 120 points. Je pense que ça va. Je sais pas si ça va arriver dans la saison, à part s'il y a beaucoup de prolongations. Je sais pas si on l'a fait pour l'instant. Peut-être en prolongue. Non, je sais même pas. Je sais même pas. Le match face aux Lakers, là, on est pas loin des Ouais, 120 c'est celui points, qui a un si je dis doute. pas de bêtises. Ouais, Attends, je vais te dire ouais, ça. c'est Si, pour ça que j'ai un 123 doute. points, donc on les a Ouais, tu dépassés. vois, et en prolongue du coup, ouais. Mais c'est ce match-là sur lequel j'avais un doute. J'ai l'impression que ça tourne un peu mieux, qu'on ajoute 2-3 petites variantes au jeu petit à petit, que t'as un guidé, même s'il est un peu moins droit qu'au début de saison, il continue de montrer à la passe et de Qu'est-ce plus qu'il en est plus. fort à la passe. Oh, incroyable. Donc là-dessus, bon, on sera toujours faible, mais tu vois déjà que ça râle moins, globalement aussi, par rapport à ça, donc c'est un bon point. Et après, la grande force de cette équipe depuis le début de saison, et là depuis quelques semaines, j'ai envie de dire, c'est la défense. On a retrouvé une défense un peu plus propre collective, parce qu'on avait des joueurs type Dort en début de saison, on le disait, ouais, il fait son taf, mais c'est tellement faible autour, ils peuvent pas être bons en défense. On disait ça aussi par exemple pour Guidi, qu'on disait ouais, c'est faible défensivement, mais peut pas s'exprimer non plus. Un Beasley était peut-être un peu moins impactant. Je trouve qu'il y a un peu plus d'impact, d'intensité, de sérieux là sur les derniers matchs. C'est aussi symbolisé, et ça peut être surprenant que OKC une bonne équipe pour bon défensif, sans vrai poste 5, c'est quand même intéressant. Mais tu compenses par la présence de joueurs assez grands sur les autres postes et des bons rebondeurs. Je pense que Beasley, Guidi, même Shea, c'est des bons rebondeurs pour leur poste. Puis t'as un effort Et t'as collectif une... aussi. Hein. Suffit de Oui, voir le oui, match oui, face oui. aux Pélicans pour voir que tout le monde s'implique au rebond def. Hein. Mm. Même quand t'étais dans un 5 small ball, ça a tenu, donc là-dessus c'est positif.
et je pense que c'est aussi une défense qui est disciplinée. Deuxième équipe qui prend le moins de fautes dans la ligue, la deuxième en termes de lancers francs laissés à l'adversaire. C'est vrai qu'on en parle On en peu, a pris mais 32 par contre cette nuit, mais bon. ouais, mais alors cette nuit c'était Cette nuit c'était Scott Foster, là, il était à la part. non, Lui c'était son 14 juillet, là, il s'est dit je vais me montrer. C'était du show là cette nuit. Mais Ouais. globalement, on a quand même cette impression où tu subis pas tant que ça défensivement. Et d'ailleurs, si on regarde un peu les stats, on est remonté en termes de pourcentage laissé, notamment au cercle, on le défend un petit peu mieux. Et ça se ressent visuellement déjà, ça se ressent dans comment les autres équipes nous sanctionnent. Après, c'est aussi en lien avec les autres équipes, les équipes qu'on a jouées. Typiquement face aux Spurs, ils ont eu énormément de mal à rentrer vers le cercle. Je pense à leur guard, ça a beaucoup tiré à mi-distance, ça a beaucoup tiré à 3 points, mais ils ont eu peu d'accès au cercle. Donc ça c'est positif, et je pense qu'il y a quelques hommes qu'on va souligner là-dedans, notamment un qui est Mac Muscala, qui fait un taf énorme, et qui rentre, et qui est chouchou de tout le monde là depuis quelques matchs, mais il faut dire qu'il est impressionnant et qu'il mérite du temps de jeu. Donc voilà, pour résumer un petit peu là, ce qu'on a vu avant de rentrer dans le détail, mais non, il y a cette défense qui est une bonne base sur laquelle s'appuyer. Je trouve ça intéressant même pour les prospects, parce qu'on parle souvent du développement des joueurs en attaque. Pour tout le monde d'ailleurs, dans toutes les équipes. Mais il faut pas oublier l'autre côté du terrain où nous on a des prospects intéressants aussi dans cet aspect-là. Et là je te rejoins et je vais te faire plaisir, mais tu peux aussi gagner des matchs en défendant. Non mais tu peux gagner des matchs en défendant un petit peu des fois. Non, tu gagnes des matchs. Non, tu gagnes des. L'attaque te fait gagner des matchs, la défense te fait gagner des titres. C'est tout. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais alors, après, je trouve que, par exemple, les mains sont beaucoup plus actives là depuis quelques matchs en défense. Ouais. Tu vois plusieurs deflections là, que ce soit Poku, Mike Muscala, Josh Giddey. Tu vois que voilà, tu laisses pas les joueurs adverses se promener dans l'attaque, enfin en défense, en faisant des passes. T'as les mains beaucoup plus actives. Ce qui se ressent pas forcément en termes de stats, puisque OKC n'est que la 23e équipe en termes d'interception et la 26e équipe en termes de contre. C'est pas la folie non plus, hein, mais ça, bon, ça m'étonne pas. Juste l'impression, t'as pas l'impression de voir beaucoup de contre, quoi. Je trouve qu'on est plus dans la contestation que dans le fait de gagner la balle, notamment sur les contres. Tu vois, typiquement un Muscala, il va pas te mettre des contres, par contre, il est bon entre guillemets dans la contestation. Ouais, non, mais moi ça m'étonne pas particulièrement. Donc, non, mais je suis pas, voilà, mais après, non, mais défensivement ça progresse, mais encore une fois, c'est pas, t'as pas de joueur qui se, si, t'as Dort, mais Dort, il y a certains matchs où il a plus tendance à un peu prendre le bouillon, même si contre les Spurs c'était très fort. Là, il prend quand même un 33-10 par le cousin. Bon, t'as toujours des trucs à dire. Je trouve que, voilà, un Josh Giddey est quand même même s'il y a des choses intéressantes, il est quand même ciblé en attaque sur certaines possessions par certains guards un peu petits. Devonte Graham s'est quand même bien amusé avec lui sur 2-3 possessions où il lui fait payer un manque de vitesse assez important. Voilà, Darius Bazley, je trouve qu'il pourrait être un poil meilleur, même si attention. D'ailleurs, c'est bizarre, tu disais qu'on entendait moins râler. C'est bizarre, depuis 3 matchs, là, j'entends plus personne râler sur Darius Bazley, hein, mais bon, ça ne doit être que moi. C'est l'inverse. Le train se remplit. Non, mais là, depuis 3 matchs, là, putain, je veux pas lui porter la poisse, hein, mais s'il pouvait être aussi intelligent, tu vois, je te dis même pas de rentrer les tirs, parce que voilà, les tirs, ça vient, mais s'il pouvait rester aussi intelligent que ce qu'il est depuis 3 matchs, là, pour le coup, t'as une vraie pépite. Mais voilà, je trouve qu'en défense, il pourrait être encore meilleur. Je trouve que JRE est pas si mauvais. Il est pas, bon, il est pas non plus, tu vois, en termes de pourcentage adverse, il est à 45%. Voilà, c'est mieux qu'un Bazley, c'est mieux qu'un Muscala, c'est mieux qu'un Favors par exemple. Donc je trouve qu'il est pas inintéressant, même s'il a encore largement moyen de progresser. Derrick Favors fait ce qu'il peut, je pense qu'on a compris là en termes de match-up que Daignault met Favors si quand en face il y a un pivot un peu lent, un peu gros, du genre bah voilà un Jonas Valanciunas, et que quand il y a un Jackson Hayes qui est qui est tout sauf un joueur de basket, mais on va dire qui est un joueur qui est plus athlétique, plus rapide, bah soit il va te mettre du Bazley en 5, ce qui commence à faire un petit peu, soit il va te sortir du JRE. Donc voilà, voilà, mais défensivement, voilà, c'est un effort collectif encore une fois. Tu peux pas vraiment dire ah tel joueur incroyable si t'as Lou Dort. Mais sinon non, c'est collectivement ou ok si bah voilà,
c'est une équipe de basket, quoi. Ça joue ensemble, ça défend ensemble. Donc voilà, si ça fait que la défense ne fait qu'augmenter. Voilà, pas trop de choses négatives à dire de ce point-là. Même si on se rebond défensif, on est cinquième. Il y a quand même 2-3 moments où tu pourras un peu mieux le sécure parce que vraiment t'as des rebonds offensifs laissés à l'adversaire qui sont un peu bêtes, je trouve. Oui, oui, mais ça c'est typiquement encore une équipe jeune qui est encore en charge de repères quand même. Où oui, effectivement, t'as des rebonds un peu bêtes qui sont laissés à l'adversaire. Individuellement, défensivement, je te rejoins plutôt sur plusieurs points. Bon, déjà, Guidi, c'est sûr qu'il est déjà plus à l'aise sur des postes 3, voire 4, défensivement, que des 2-3, quoi. Enfin, des 1-2. Surtout des 1 petits. Là où quoi. tu as... Ouais, des 1 petits, vite, qui vont vite. Tu vois, il y a une séquence où... Tu vois, hier, qui m'a marqué un moment, bon, certes, c'était genre Garrett Temple en face, mais il a défendu fort, il s'est mis dans le rythme de tout le monde. Là où, bah, comme tu as dit, il s'est fait défoncer par Graham plusieurs fois. Oui, je pense que au début, tu avais des efforts peut-être individuels qui n'étaient pas récompensés à cause de ce manque collectif. Là, ça a un peu peut-être baissé individuellement, mais ça va remonter parce qu'on est en train de s'adapter un peu collectivement, j'ai cette impression, où tu as plus de repères. Et cet aspect poste 5 interchangeable me choque pas tant que ça. Je pense que je m'y suis habitué parce que il y a quand même une rotation stable, et on en avait parlé dans le dernier live. Ça semble s'établir un petit peu sur ce poste 5 maintenant, la rotation. Tu vois, t'as plus de Robbie, t'as Muscala, on sait qu'il rentre tardivement, mais il a quand même du temps de jeu, il apporte souvent, et t'as JRE qui sort plutôt du banc ou Favors qui change. Donc je trouve que ça s'est stabilisé, juste ça change dans le 5 selon le profil en face, et c'est pas scandaleux. Et je trouve ça important aussi, cet aspect défensif, dans un sens pour les joueurs, où, tu vois, un Poku, dans le dernier match contre les Pélicans, il est catastrophique en première mi-temps. Non, mais il est catastrophique très souvent, Pokémon. Oui, Patience, non, mais... tout ça, hein, mais... Et en deuxième mi-temps, il a été plutôt bon quand il a joué, honnêtement. Il a mis un tir, et tu vois, l'une des premières actions positives... Non, mais il fait il fait plusieurs passes d'ess, il met un tir qu'il loupe depuis un moment. Et la première action positive qu'il fait, c'est il va taper la balle dans les mains, dans le dos de Valanciunas, je crois, et ça donne une contre-attaque, etc. Et tu vois, rien que cet aspect, je vais essayer de gratter du ballon et je vais mettre un peu d'intensité en défense. Je pense qu'un joueur comme lui, et comme les autres jeunes d'ailleurs, un Treman, on peut en parler aussi, ça leur donne du rythme, ça leur donne un peu de confiance. Et après, s'ils font ce qu'ils ont à faire en attaque sans trop en faire, ça va les aider, tu vois. Ça va t'aider à prendre du rythme, à prendre confiance, et je pense que c'est important. Parce que là, l'une des problématiques qu'on a, et qu'on va mentionner, je pense, toute la saison par rapport aux jeunes, il y a ceux qui jouent peut-être un peu moins, c'est qu'il y en a certains, tu vois que ça manque de rythme ou de confiance, notamment au tir. On peut mentionner que Théo là-dessus, mais c'est l'exemple flagrant de ça. Donc ça va être important que quand ils rentrent déjà, même beaucoup, mais beaucoup je l'inclus dedans largement. Et c'est important que quand ils rentrent déjà, ils aient un objectif, c'est de défensivement se mettre au diapason des autres, et ensuite peut-être offensivement, de profiter de ce rythme-là pour s'exprimer, tu vois. Moi j'aimerais bien que ça fonctionne comme ça. Ouais, alors je tiens à souligner quand même que, tu vois, là on parlait de Théo, je tiens à souligner que Ty Jerome, en termes de pourcentage de tir adverse, Ty Jerome est le meilleur de toute l'équipe. T'as Deck, mais Deck Ty Jerome, c'est... Et t'as Christy, mais qui a joué qu'un match. Statistique. Ty Jerome, statistique, je vous laisse aller checker toutes les stats de Ty Jerome. Vous regardez les stats. Franchement, quelqu'un qui ne connaît rien au basket, s'il lit juste les stats avancées, t'as l'impression que Ty Jerome, c'est Karim Abdul-Jabbar, quoi. Parce qu'en termes de net rating, le mec est à 20. Le mec, 20. Voilà, 20 de net rating, c'est n'importe quoi. Sachant que t'as quasiment tout, c'est l'un des seuls qui est dans le positif. T'as Deck qui a 3.8 et t'as Robbie qui a 0.9, mais les deux jouent pas vraiment. Sinon, tout le reste de l'équipe est dans le négatif, et t'as Ty Jerome qui a 20. Et voilà, c'est le meilleur pourcentage adverse de toute l'équipe. Ty Jerome, quoi. Enfin, il y a un moment, free Ty Jerome, parce que voilà, ouais. Il joue pas assez. Moi, je trouve qu'il joue pas assez. Voilà, c'est un autre débat, mais quand tu vois que hier soir, t'as un deck qui sort plus vite dans la rotation qu'à Ty Jerome, je me dis, bon, n'exagérons pas non plus, quoi. Parce que Ty Jerome, il apporte. Vraiment, il apporte. Je trouve qu'il apporte, même si, tu vois, contrairement à Théo Maledon, et encore une fois, je ne veux pas taper sur Théo juste pour taper, mais quand les tirs de Ty Jerome rentrent pas, Ty Jerome, il sera utile ailleurs. Tu vois, tu sens que, voilà, Ty Jerome, sur un parquet, il fait pas du running. Il fait quelque chose de plus intéressant.
Là où Théo, bon, bah, c'est compliqué. Son match contre les Spurs, il est calamiteux. C'est vraiment, là, je pense que tout le monde s'est pris la tête entre les deux mains en disant, mais c'est pas possible. Je pense que là, il devient évident que, va peut-être falloir faire un tour du côté de la G-League, parce que là, c'est plus possible. Mais voilà, toujours est-il que, Tad Jerome est le meilleur, statistiquement, et le meilleur défenseur d'OKC cette saison. Oui, ouais, mais non. Mais oui, non, mais Donc on peut faire dire n'importe quoi à des stats. Hein. Oui, mais voilà, c'est ça. Surtout après 10 matchs, voilà, quand on va parler des stacks dans le clutch, il y a des trucs, c'est lunaire quand tu regardes, c'est exceptionnel. Hein. Parce que, on va peut-être en parler d'ailleurs, parce que on parle de cette défense, on parle de potentielles difficultés en attaque, même si on a quelques satisfactions quand même. Mais ce qui fait qu'OKC a un tel bilan, c'est que dans le clutch, l'équipe est forte. L'équipe est forte, et ce depuis plusieurs saisons, comme tu l'as dit, ça fait 3 ans. Déjà l'année dernière c'était fort alors que l'équipe était plus faible. En fait on avait un bilan bien supérieur à ce que les stats montraient, notamment les ratings, etc. Cette année c'est encore un petit peu le cas, puisque dans les matchs considérés qui jouent dans le clutch, OKC est à 4-1. Donc la seule défaite c'est contre les Clippers, je présume, c'est même sûr. Et toutes les victoires sont donc dans le clutch, même celles contre les Pélicans. Bon, ok, il y a eu un petit clutch, mais bon, on était quand même devant tout le temps. Mais c'est considéré par l'NBA comme du clutch la fin de match. C'est parce que ouais, il y a 5 points ou moins d'écart à à 5 minutes ou moins de la fin. Donc c'est mm. considéré comme clutch. Bon après voilà, mais non, tu peux dire qu'il y a véritablement 4 matchs dans le clutch. Ouais. Les Spurs c'est même pas considéré dans le clutch, je me souviens même plus. Il y a pas 5 points d'écart avec les Spurs à un moment. Si, comme t'as toutes les victoires qui sont ah oui, pardon, dans oui. le clutch. Oui, excuse-moi. Non, t'étais plus à 3-1 dans le clutch, on va dire. Parce que celui contre les Pélicans, oui. En plus, il a été mal géré, il devait être plié bien plus tôt. Bien avant. Pour une fois qu'on avait Non, mais là, le moment où Casey est à plus 19, ça aurait dû rester comme ça jusqu'à la fin du match, et pas les laisser revenir à moins 5. Mais, pour une fois, c'est l'une des rares fois où Casey a mal géré un match dans le clutch. Avec les Clippers, bien évidemment, mais tu peux pas faire grand-chose. C'est pas du tanking, hein, quand t'as Paul George qui enchaîne les ficelles, bon, hein, je veux bien, hein, mais bon, ça arrive à plein de gens de se faire tabasser quand t'as Paul George qui rentre tous ses tirs. Non mais alors, déjà, ça enlèvera cet aspect tanking que tant de gens disent, le coach, il coach pour perdre et les joueurs, ils font n'importe quoi exprès. Non, concrètement non. Qu'on nous dise que le front office ait pris les décisions pour reconstruire et perdre, ça on l'entend. Qu'on nous dise pas que les joueurs et autres font exprès, parce que ça c'est juste avouer que vous regardez pas les matchs. Non mais c'est même l'inverse, parce que quand tu vois les fins de match, t'as du Muscala, t'as du Kenrich. Enfin je veux dire, si Mark Delno le tankait, il foutrait beaucoup et JRE dans le 5 pour terminer les matchs. Là non. Il prend les meilleurs joueurs. Hein. C'est juste pour le rappeler ça, et voilà. Les stats dans le clutch, bon ça va prendre avec des pincettes, parce que en termes de net rating, les Clippers par exemple sont à 66 dans le clutch, avec 150 d'offensive rating, donc forcément il faut tempérer ça. Mais OKC est positif dans le clutch, et à 7 de net rating, avec une attaque qui est à 131, donc là on explose le plafond des 100 points, et 124 de defensive rating. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est pas tant ce rating qui est positif certes, mais tout est plutôt positif en fait dans ces périodes-là, c'est-à-dire que les pourcentages au tir sont bons, tu t'as pas un turnover pourcentage très élevé comparé aux autres équipes, enfin tu vois, tu sens que statistiquement en tout cas, après on pourra parler de ce qu'on voit sur le terrain, t'as quand même une certaine maîtrise. Mais est-ce que ça se retranscrit? Bon, il y a eu des matchs, les matchs contre les Lakers, il y a eu un peu tout. Il y a eu des moments où Daynold va te sortir un super système, après tu vas perdre la balle sur la remise en jeu, donc t'as un peu tout, c'est un peu, tu vois, c'est géré différemment selon les possessions, j'ai envie de dire. On en a parlé hier, le match contre les Pélicans, on les laisse revenir, mais après au final on gère plutôt bien la fin en soi. Non, t'es aidé, franchement, les 3 lancers d'Ort là. Non oui, c'est vrai. C'est vrai que t'es aidé. Et il loupe des lancers en plus en face, c'est vrai que t'es aidé. Contre les Spurs, ouais, tu vois, ça va. Oh, tu cracotes un peu. En fait, le truc, c'est que. Ouais, c'est ça. OKC craque, enfin, OKC plie, mais ne rompt pas dans le clutch. Tu sens que c'est pas la folie. Tu sens que ça manque un petit peu d'assurance. En fait, OKC arrive à créer l'écart, mais n'arrive pas à terminer le match. Tu vois, contre les Lakers, par exemple, le match à Los Angeles, normalement, au moment où Cher rentre son 3, là, depuis le logo,
J'espère d'ailleurs que Paul George dira que c'est un mauvais tir, hein, puisque c'est à peu près le même que celui de Damien Lillard, c'est à peu près à la même distance. Mais en fait, le truc c'est que ce match-là face aux Lakers, normalement t'as le 3 de chez, le match il est plié. Enfin, je veux dire, le momentum là il explose complètement pour toi. Pourtant, il te faut une énième bricasse de Russell Westbrook pour empêcher le match de partir en overtime. Et il faut un Russell Westbrook qui joue le hors-jeu. D'ailleurs, hein, quelle défense magnifique. C'est pas que de sa faute, mais alors cette possession où t'as Dort qui se retrouve tout seul sous le panier, ça c'est vraiment une défense incroyable, Ouais. mais t'es obligé d'avoir ça pour gagner le match. Alors que normalement, bon, quand t'as le 3 de chez, le match est plié, quoi. Donc voilà, Donc, Constant est quand même un fan du Thunder qui vient de découper Paul George sur le tir de Lillard et découper Westbrook en moins de 30 secondes. Je tiens à le préciser, ça arrive rarement. Est-ce qu'ils Il sont fait un encore grand dans chelem. l'équipe? Il fait un grand chelem incroyable. Alors que, allez, alors que je trouve que Kevin Durant est MVP sur ce début de saison, c'est pour vous dire. Le tir de Shea, d'ailleurs, juste une aparté, est pas bon. Je le maintiens, il est pas bon. Il est pas bon du Alors, tout, ce tir. contrairement au tir de Damien Lillard, ça on en a déjà parlé en off, mais contrairement au tir de Damien Lillard, qui pour moi c'est pas un mauvais tir, parce que si tu prends en compte que le mec a déjà mis 50 points avant, qu'il est ultra chaud, je trouve que c'est pas un mauvais tir. Autant celui de Shea, sachant que le mec est pas dans un grand soir, c'est effectivement un mauvais tir qui tombe dedans. Et puis, vu le temps qui reste, vu que tu t'es déjà devant, vu que t'annonces un truc, enfin, le choix, plutôt c'est comme ça qu'on le dira, est pas bon. Ah non, le tir rentre, donc tu peux rien dire. Ah bah le tir rentre, ouais, mais par contre s'il rentrait pas, on serait dit qu'est-ce que t'aurais fait, quoi. C'est globalement le mec il s'est dit c'est bon, tu vas à Los Angeles, c'est toujours ça que je me demande. Allez hop. Tu vois, ouais c'est ça, après avoir kiffé ce tir, au bout de 5 minutes tu te dis mais en fait s'il le met pas, genre il se passe quoi, c'est trop bizarre cette action, tu te dis mais... S'il le met pas, il se fait tabasser, et encore ça va, c'est séché, hein. Imagine si ça avait été Ross qui avait fait ça, mais le mec serait déjà sur place publique en train de se faire juger. Non mais ce serait n'importe quoi. Donc non, je suis d'accord avec toi que je te rejoins sur le fait que OKC a quand même cette tendance à créer l'écart, on va dire à 1:30, 2 minutes, 3 minutes de la fin. Et par contre après, c'est pas panique à bord, mais la dernière minute 30 est pas bien gérée, quoi. Les 90 dernières secondes sont généralement pas bien gérées. Et on va être honnête aussi, je pense que c'est quand même très dépendant de chez. C'est-à-dire que souvent dans ces minutes-là, il y aura zéro hésitation sur le fait qu'il va être trappé. Ouais, il y a que lui qui va avoir la balle alors qu'il va être super bien défendu. Et là, il doit vraiment se créer des trucs tout seul. Et avec la défense qui monte d'un cran, bah forcément, ça se complique. Non, bah après, je sais pas. En vrai, je trouve que Shea a trop la balle dans le clutch. Typiquement, là, cette nuit contre les Pels, déjà, il a pas été bon, Shea. Il a vendangé. Après, c'est là où tu reconnais la marque des grands joueurs, entre guillemets, parce que Shea, à partir du moment où il s'est énervé, l'écart il a été fait tout de suite. Hein. Le mec te fait 2 passes décisives, une pour Muscala, une pour Poku, il te sort 2-3 avec 2 lancers, le match il est quasi plié. En tout cas l'écart il est fait. Il aura juste suffi d'un petit coup d'accélération de Shea pour qu'OKC se retrouve à plus 15. Même si voilà, il perd trop de ballons hier soir. Je trouve qu'il a forcé, tu vois. Là, je me dis que dans le clutch, ça aurait peut-être mérité qu'il partage un peu plus la balle. Là, j'ai trouvé qu'il l'a monopolisé un peu trop, qu'il était plutôt bien défendu, notamment sur les lignes de drive, où New Orleans prévoyait plutôt bien ce qu'il allait faire en venant avec un joueur qui venait souvent doubler, ou en tout cas apporter de l'aide avec des mains actives, etc. Je trouvais qu'il avait un peu trop monopolisé la balle, là où un Dort était bon, là où un Beasley était bon aussi. Voilà, il aurait peut-être pu un peu plus partager avec les copains, mais oui, ça dépend de chez. Après, dans le clutch, ça dépend souvent de tes superstars. Il n'y a pas que OKC qui fait ça. Hein, donc voilà. Mais bon, après, voilà, on dit que OKC a du mal dans les dernières minutes. Mais en même temps, c'est une équipe de jeunes. Ah, c'est tous les défauts des équipes de jeunes. C'est que vous regardez les Spurs, vous regardez Houston. Globalement, OKC dans la même situation que ces équipes-là. C'est-à-dire que t'as pas un match parfait. T'as des séquences où t'es vraiment down et t'as des séquences où c'est mieux. Et là, c'est pareil dans le clutch. C'est que voilà, tu vas faire des erreurs parce que t'as une équipe de jeunes. Mais globalement, c'est peut-être le point le plus... Enfin, c'est peut-être la meilleure qualité d'Egnault, que je lui reconnais volontiers, c'est que dans le clutch, il est quand même plutôt bon. Je trouve qu'il est plutôt bon dans le clutch. Il dessine des systèmes, etc. T'as pas beaucoup de clutch qui sont foirés sous les ordres de Degnault. Contrairement à Billy Donovan, où hormis la saison avec Chris Paul, des clutches foirés, il y en avait quand même un sacré paquet.
Mais je trouve que voilà, Daigneault dans le clutch, il sait plutôt bien gérer ses hommes. Après voilà, c'est au bon vouloir de Shea. Si t'as Shea qui rentre tous ses tirs, bon bah ça va être compliqué, mais c'est une équipe de jeunes, donc voilà, ça va faire des erreurs dans le clutch, ça va mieux jouer. Toujours est-il que bah tu gagnes, et que l'année dernière tu gagnais déjà dans le clutch, et que quand ça fait 2 saisons de suite, avec quasiment le même effectif où t'es performant dans le clutch, il y a peut-être des leçons à tirer de ça en disant c'est peut-être pas un coup de chance, c'est peut-être juste que soit c'est bien coaché, ou alors tout simplement qu'OKC est une bonne équipe dans le clutch. Et après, globalement, de toute façon, les trois quarts des équipes NBA dans le clutch, ça donne la balle à la star et ça fait pas grand chose. Il y a très peu d'équipes qui vont encore créer beaucoup de situations collectives, etc. Warriors. Donc là-dessus, je pense que. Toujours Ouais, les Warriors. après, ils ont pas eu de clutch pour le coup cette année, Ah ils ont si, pas eu beaucoup. ils ont contre les Lakers, il y a dans le clutch. Bon, contre Memphis, ils se Oui, font c'est vrai. taper, mais non, mais après, voilà, je ne vais pas. Là aussi, je suis fan d'OKC et pourtant les Warriors, c'est peut-être l'équipe que je préfère regarder depuis le début de saison parce que le jeu collectif des Warriors, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais voilà, après, oui, effectivement, la plupart des équipes NBA en fin de match, c'est on donne la balle à la superstar, écartez-vous, et puis c'est de l'ISO, quoi, globalement. Donc, Mm, OKC ne se démarque pas des autres équipes NBA dans ce domaine-là. D'ailleurs, si on compare un petit peu maintenant toutes les stats qu'on a un peu énoncées avec les autres équipes, déjà dans le clutch, Pélican 30e, Timberwolves 29e, Kings 27e, Spurs 23e, Houston 20e, Détroit 21e, OKC est 13e dans le clutch. Déjà, ça fait une première différence, et forcément le bilan, bah, ça ressent, c'est obligatoire. Et après, on a parlé pas mal des ratings, mais en termes de rating, offensivement, bon, bah, bien sûr, on est dans les derniers et on est entouré, on est en bonne compagnie, j'ai envie de dire, puisque les pires, tu l'as dit, c'était Détroit, juste au-dessus, c'est Houston, juste au-dessus, c'est le Magic, juste au-dessus, c'est les Pelicans. Là, on retrouve les pires équipes de la ligue concrètement. Par contre, la différence défensivement, là où on est plutôt bon, et ben, on est dans les meilleures équipes. Il y a que les Spurs devant nous, tu l'as dit, qui sont 9e défense. Et derrière, par contre, Houston 20e, Détroit 21e. La C'est moins pire que je Minnesota pensais qui est d'ailleurs. 17e. Ouais, 29e les Pélicans, eux, c'est vraiment catastrophique leur début de saison. Ah bah là, les Euh, Pélicans. Puis Atlanta 27e. Moi je dis ça, je dis rien, et, mais. et, Magic 25e, tu vois, donc c'est là-dessus qu'OKC fait un peu de la différence avec les autres, effectivement, encore une fois, comme on l'a bien dit. Et ce qui te permet d'avoir un net rating certes faible, parce que t'es tellement nul offensivement que même ta défense permet pas de rattraper, mais d'être voilà, 26e rating avec que les équipes faibles derrière toi, très faibles j'ai envie de dire, derrière toi. Donc là-dessus, on est plutôt. Il y a le côté résilient, parce qu'on en a pas parlé, mais OKC a que sur les 4 wins, bon, il y en a une contre les Pels, là, qui est un peu mieux gérée, où tu sens qu'OKC est la meilleure équipe. Mais sinon, c'est 3 wins que tu remontes alors que t'es mené de 15 points ou plus. Hein. Moi, je pense contre les Spurs, on était la meilleure équipe aussi. Bah, pas en première Parce que mi-temps. Hein. Ah oui, non, mais c'est ce que. En fait, en première mi-temps, t'es dans le match en étant dégueulasse. Franchement, c'était une des pires mi-temps de l'année, je crois. Parce Enfin, que les non, Spurs non, terminent il y pas. avait Hein. Houston. Ouais, ouais. Ouais, mais dès le troisième quart-temps, tu sens que t'arrives avec une autre envie et qu'en fait, t'es meilleur que cette équipe-là si tu te mets à jouer. Tu vois, Oui, j'avais mais quand même cette impression-là. parce que t'as aussi les tirs qui tombent de ton côté, alors que les Spurs, ça Hmm. tombe pas. Je trouve que les Spurs, typiquement, c'est un match... Normalement, à la mi-temps, il doit y avoir plus 25. Très honnêtement, il doit y avoir plus 25, il doit pas y avoir Oui. plus 10. Et le tir de Lou Dort, tu vois, c'est... tu sens, c'est un momentum shift. Le tir de Lou Dort au buzzer, le 3 qui rentre, tu te dis, t'es pas à 13, t'es à 10, avec un Shea qui était dégueulasse en première mi-temps. Bon bah tu bois le verre à moitié plein et tu te dis on est à moins 10 avec Shea qui a rien mis sachant qu'on a joué comme des merdes. Bah oui forcément dans le troisième quart-temps si tu te mets à jouer à peu près correctement t'as moyen de leur faire un run et c'est ce qui s'est passé. Mais théoriquement ok si mais doit être à plus 25 à la mi-temps si les Spurs si ça avait été une équipe un peu plus expérimentée que les Spurs je sais pas je te parle même pas des contenders mais par exemple une équipe comme je pense comme les Kings ok si serait retrouvé à plus 25 à la mi-temps. Mais voilà, les Spurs ont laissé une porte entrouverte et OKC s'est engouffré dedans. Mais comme ça a été le cas les 2 fois contre les Lakers aussi. Moins 25 par contre, mais ouais, ouais, j'entends. Ouais, ouais, non, mais ça Non, c'était mais encore pire. Mais voilà, la deuxième fois, tu vois, la première fois encore, c'est à domicile. C'est à domicile. La deuxième fois, tu reviens aux Staples alors que t'es mené combien 44-26 ou une connerie dans le genre. Putain, tu reviens aux Staples en plus, avec une équipe de jeunes, ça montre que t'as du caractère.
ce que j'ai pas vu chez aucune autre équipe qui se situe dans notre range au niveau du bilan. Typiquement, une équipe comme Houston, ça se laisse un peu marcher dessus. Orlando, même s'ils s'accrochent, à partir du moment où ils prennent un écart, ils prennent un vrai écart. Voilà, donc San Antonio, ça s'accroche, mais San Antonio, ils prennent jamais vraiment de grosses branlées pour ensuite revenir. Ils restent plutôt tout le temps dans le match. Donc, les Wolves, bon, bah eux, ils se font marcher dessus tout le temps. Donc voilà, mais je trouve que OKC a ça en plus par rapport aux autres équipes, comme l'année dernière, une sorte de résilience qui fait que même quand t'es à -15, bah tu trouves un moyen quand même de jouer et de revenir dans le match. Et t'as 75% de tes wins qui viennent dans ce cas de figure. C'est ce qui était reproché en début de saison d'ailleurs aussi. Hein. On se souvient, toi y compris, que les premiers matchs où ça se battait pas, où ça jouait pas, ça commençait par contre de déplaire. Parce Ah qu'on bah oui, tout à retrouvait fait. pas cet aspect historique, j'ai même envie de dire, d'OKC, qui a toujours été comme ça. Que l'équipe soit forte ou faible, en termes de caractère, en termes de... Voilà, Ça il y a eu dépend, des grands il y a moments de... des années où c'était moins quand même. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Après, on était fort, donc c'était une autre problématique. On était trop fort. Du coup, des fois, on se laissait un peu dormir parce qu'on savait qu'on était trop fort. Mais historiquement, OKC a fait beaucoup de comebacks, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, historiquement, je sais pas. Depuis 3 ans, oui. Depuis trois Bah, ans, même oui, mais avant, hein. Même avant, même j'en ai avant. pas, j'en ai pas Ah ouais, de. bah le match 5 contre Utah. Ouais, mais Ah après, bah, oui. Non, c'est non, mais l'exemple même. oui, moi, après le match 5 contre Utah, ouais, très bien. Non, ça, je suis d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, je pense qu'il y en a d'autres, mais mais c'était pas la même problématique parce que là, t'avais une équipe qui était supérieure à celle de l'adversaire et c'était plus tu t'endormais. Tu vois ce que je veux dire? Bah Alors ouais, que mais là, justement, je sais pas, en fait, le caractère, c'est. Tu vois, que le défaut principal de Casey pendant toutes ces années, c'était pas d'être mauvaise face aux grosses équipes, c'était de hmm, s'endormir face aux plus ouais, faibles. du coup faible. Ouais, non, c'est Ça vrai. montre pas que t'as du caractère, ça, je trouve. Ça montre plutôt que t'es un peu paresseux sur les bords. Hein. Quand t'es fort. Mais quand t'es en difficulté, moi j'ai toujours eu ce sentiment qu'OKC pouvait réagir, tu vois, Ouais, ouais, historiquement. ouais, bah après, ouais. Si. Il y a que les dernières années. Les 2 dernières années, à partir du moment où t'as PG qui arrive, je trouvais que c'était un peu moins C'est ça. pas pareil. C'était C'était pas un peu pareil. moins C'était ça. pas la même. Oh non, ça je suis d'accord avec toi. Mais oui, c'est sûr que même l'année dernière, mine de rien, quand tu jouais avec tous les joueurs qui sont plus là, t'avais un peu cette impression-là que des fois ils pouvaient réagir. Bon, ils avaient pas les capacités de le faire, mais tu sentais que t'avais quand même un minimum d'envie. Même là, en début de saison, t'as eu certains passages où, ben, un peu, même si toute l'équipe ne répondait pas, t'avais un Dort qui faisait le taf un peu pour tout le monde, etc., pour essayer de relancer la machine. Et là, que c'est fait collectivement, ben, c'est plaisant à regarder, en fait, parce que même quand tu te fais défoncer, tu te dis, ok, ma nuit elle est peut-être pas finie, je vais peut-être voir une bonne fin de match, tu vois. Tu te dis, bon, si les tirs tombent dedans, si on a un petit momentum, on a cette capacité-là à réagir et à reprendre confiance assez rapidement et contre à peu près n'importe qui. Donc ça sera une bonne chose aussi dans le futur si tu gardes cette envie-là. Ouais, bah, en fait, le problème, c'est les 2 premiers matchs. Très honnêtement, c'est les 2 premiers matchs qui ont donné. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des grands articles ensuite sur Trash Talk, pour ne pas les citer. Pour ça que First Team est venu pondre leur diarrhée verbale habituelle. Voilà, en fait, les 2 premiers matchs, c'est des non-matchs. Particulièrement celui contre Houston. Si t'enlèves ces 2 premiers matchs où là, pour le coup, Casey s'est globalement fait rouler dessus sans vraiment apporter de réponse ou montrer du caractère, bah déjà, juste d'un point de vue statistique, t'es à 4 victoires, 4 défaites. Donc t'es à l'équilibre. Et tu regardes, hormis celui AGS où là pour le coup on se fait bien rouler dessus, t'as des matchs où contre Philly t'es dedans, contre GS à domicile t'es dedans, les Clippers théoriquement tu devrais le gagner, enfin tu dois le gagner si t'as Paul George qui s'énerve pas, c'est loin d'être négatif et ça montre encore une fois que oui t'as eu 2 matchs où voilà, je sais pas les joueurs étaient pas prêts, ils avaient pas envie de reprendre, je sais pas ils avaient la flemme. À partir du moment où t'es retourné à la pique pour jouer et jusqu'au dernier match face au Pélican, t'as quand même eu un visage qui était beaucoup plus séduisant, que ce soit statistiquement ou que ce soit dans ce que tu vois du jeu. Bon, c'est plus la pique, Constant, ça, c'est toujours plus la pique. Hein.
Non, mais alors, je suis désolé, sur Basketball Référence, c'est toujours marqué que l'Arena c'est à Chesapeake. Donc, écoute, Oui, parce qu'ils ont pas changé. si Même eux sur sont pas à jour, moi je suis pas à jour non Non, mais plus. je suis d'accord avec toi que ce retour au Paycom Center a fait énormément de bien à cette équipe, vraiment. Euh, tu voyais déjà la différence, on en a parlé dans le dernier live, la différence domicile extérieur, et ça s'est confirmé que ça a permis un peu de lancer la saison, de retrouver certaines bases, de se ressouder, je pense aussi entre joueurs. Tu vois, ça a vraiment fait du bien sur cet aspect-là. Donc là-dessus, je pense que toute la saison, à domicile, tu vas être une équipe pas chiante parce que t'es quand même limité en termes de talent, mais il faudra pas que tu viennes en faisant n'importe quoi, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Non, bah, c'est encore une fois, bah, je l'avais dit dans le précédent live, mais c'est ce qu'avait dit Steve Kerr. Steve Kerr avait dit, si vous arrivez en traînant des pieds face à cette équipe, vous allez vous faire surprendre. Et globalement, ça c'est un constat, je pense, que tu peux tirer. Je pense que la réelle différence entre la NBA d'il y a 20 ans et la NBA d'aujourd'hui, elle est là, c'est que tu n'as quasiment plus d'équipes, hormis nous là, sur la seconde partie de saison de l'année dernière, tu n'as quasiment plus d'équipes où tu peux te ramener en traînant des pieds en te disant on va quand même le gagner. Tu n'as quasiment plus d'équipes comme ça en NBA, ça n'existe plus vraiment, des cancres. Je pense que voilà, même une équipe comme les Pels, là, tout aussi mauvais qu'ils sont, si tu te ramènes en traînant des pieds, t'as moyen de te faire surprendre aussi. Alors après, tu vas peut-être gagner, mais tu vas gagner parce que tu vas te reconcentrer et que tu vas te refocus. Si t'arrives vraiment en traînant des pieds, tu vas te faire surprendre, je pense, par n'importe quelle équipe. Là où il y a 20 ans, je pense que t'as certaines équipes où tu pouvais te ramener en disant ouais, ça va, tranquille, et où tu gagnais. Je trouve que maintenant, et c'est On peut reposer tout le monde et ça passera. voilà, c'est pour ça aussi que quand j'ai vu certaines prédictions en termes de bilan, pas juste pour OKC, mais pour des équipes par exemple comme Orlando qui avaient des prédictions de win qui étaient très bas, je suis vraiment plus d'accord avec ça. Je pense que ça va devenir de plus en plus rare d'avoir des équipes avec un bilan très très faible. Je pense que globalement, le pire bilan se situera toujours à peu près autour de la vingtaine de victoires et qu'on retrouvera très 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 rarement, hormis cas exceptionnels, des équipes à 12 ou 13 wins. Parce qu'il y a tellement de talent offensif NBA, même dans les équipes mauvaises. Vous regardez les Pels, ils sont à une victoire pour 11 défaites. Bah t'as Valanciunas qui va t'apporter un 20-20, t'as Nickeil Alexander-Walker qui est capable de te mettre un 33-10, t'as Devonte Graham qui va te planter 2-3 tirs. Donc voilà, t'as tellement de talents qui font que n'importe quelle équipe, je pense, en NBA est capable de gagner sa petite vingtaine de matchs même en étant mauvais. Donc voilà, et OKC, voilà, OKC fait partie des équipes où mais tu vois, même à l'extérieur, enfin, même à l'extérieur, je veux dire, si toi tu joues à domicile et qu'OKC joue à l'extérieur, si tu t'endors un peu trop, bah t'as moyen de te faire taper. C'est pour ça quoi, qu'il y aura peut-être pas 12 victoires comme certains nous donnaient. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais globalement c'était ça. Peut-être un dernier point, moi que je voulais aborder, je sais pas si t'en auras d'autres, mais c'était un petit peu le temps de jeu des jeunes et comment ils étaient utilisés par rapport aux autres équipes en reconstruction. Déjà, la première chose du côté d'OKC, c'est que les victoires dont on parle depuis tout à l'heure, elles sont apportées par tes jeunes. Y a pas de Bon, secret à par les vieux ça. aussi, hein. Alors, oui, c'est ce que j'allais dire. Alors certes, t'as du Kenrich, notamment en début de saison, peut-être un peu moins ces derniers temps, même s'il est sur le terrain sur certaines minutes un peu chaudes. Muscala, ces derniers matchs, lui, il a beaucoup apporté. Euh, il joue le rôle de vétéran qui entoure un petit peu tout le monde. Mais ceux qui te font gagner le match, bah, c'est Shea d'abord. Ensuite, là, t'as eu du Paisley, t'as eu du Dort qui ont été très importants. T'as eu du Guidi aussi, qui a eu fait 2-3 clutches très intéressants, qui est là sur le terrain en fin de match, qui prouve aussi qu'il peut être là dans ces moments chauds dès maintenant. Alors, il y a encore du taf, mais c'est intéressant de l'avoir dès maintenant. Non, mais moi, je suis d'accord. Quand t'as un Josh Giddey qui tourne en 7-12-9, là, comme hier soir, où t'as Mark Galnall qui dit, sans vouloir lui manquer de respect, mais il était plus proche de son plancher que de son plafond, bon, ça montre que le plafond de Josh Giddey est quand même très élevé, Ah, il hein. est incroyable. Il va le faire le triple-double, ça va tomber dans pas longtemps, Oh, je pense. ouais, non mais franchement, il serait déjà. S'il avait des copains un peu plus adroits, il serait déjà tombé, hein. Très honnêtement, hein. Euh, et donc sur ce point un peu utilisation des jeunes, de quel rôle ils ont, des responsabilités, ok si, bah surtout sur ce quatuor là, qui compose le 5 majeur avec le pivot, là c'est très bien. En sortie de banc, bon t'as JRE qui a un bon rôle et qui est même supérieur à celui qu'on pouvait peut-être espérer pour lui, hein, qui est Ouais, très il rentre ses intéressant déjà tirs en pour... plus, c'est bien, Ouais, hein. ouais. Mais je suis peut-être un petit peu déçu pour le coup de beaucoup, forcément, qui a pas autant de temps de jeu qu'on voudrait, après qu'il le mérite pas forcément, il faut le dire aussi, même si je le défends souvent, il est pas bon pour l'instant.
Théo, on en parle assez, donc il confirme pas pour l'instant. Treman, il a fait un petit tour en G-League, là il revient, et il a fait un bon match, est-ce qu'il va être utilisé? C'est plutôt sur ces fins de rotation où c'est pas si bien mis en valeur que ça, ces jeunes, mais par contre sur tes principales pièces pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'on sait pas comment ça va se développer, le taf est bon. Et quand je compare à ce qui est fait autre part, ça on en a parlé un petit peu en off, alors Orlando il y a que des jeunes. De toute façon, ils ont presque pas de vétérans. Il y a Terence Ross. Ouais. Et Gary Harris, un petit peu. Et Gary mais Harris, là ils ont un vrai 5 majeur entièrement fait de jeunes. Eux, c'est vraiment full jeune, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la reconstruction et de ce qu'on fait nous à OKC. Tu vois, Détroit, j'ai un peu plus de doutes sur ce qui est fait. Tu vois, t'as quand même encore Jeremy Grant qui a du ballon, t'as Olynyk qui joue beaucoup, t'as Corey Joseph qui joue et en plus parfois en même temps que Cade. Enfin, tu poursuis pas mal Ilias de Kedo sur Twitter où il se plaint constamment qu'il y a Corey Joseph qui prend la balle des mains de Cade. Tu vois, c'est pas l'idéal pour l'instant. Ou Frank Jackson aussi, tu vois, t'as quand même même Trey Lyles, t'as des joueurs qui... T'as pas tant de minutes que ça pour beaucoup de jeunes, et t'en as pas tant que ça d'ailleurs. Alors après, tu vois qu'un Kylian... Pardon, pour Orlando quand même, faut pas oublier que Mark Elfoot s'est blessé, que Jonathan Isaac est blessé, et que Michael Carter-Williams est blessé aussi. C'était quand même des joueurs, surtout Mark Elfoot, qui jouait beaucoup. Voilà, qui jouait beaucoup. Et Jonathan Isaac, voilà, même s'il est tout le temps blessé, hein, lui globalement, depuis qu'il est arrivé en NBA, il a joué que 136 matchs depuis qu'il est arrivé en NBA, sachant qu'il est dans sa 4e saison, si je dis pas de bêtises, ce qui fait vraiment pas beaucoup. Le mec a joué 50% des matchs, même si, voilà, ça reste un joueur qui était quand même plutôt bien installé. Mais oui, Orlando, il y a quand même beaucoup de jeux. Après, c'est des jeunes. Isaiah qui est full, c'est un peu plus vieux, mais c'est quand même jeune, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais Mark Elfoot, il doit avoir... Est-ce qu'il a pas l'âge de Ty Jerome? Non, il a 1 an et demi plus... Non, il a 23 ans, Mark Elfoot, donc... Ouais, pareil, ouais. Il a 1 an et demi de moins que Ty Jerome. C'est pas non plus... voilà. Mais voilà, à Orlando, oui, c'est le cas de figure le plus similaire aux notes, effectivement. Et le dernier à qui je compare, c'était Houston. Houston, c'est assez spécifique comment c'est construit cet effectif, il faut le dire. Bon, là, t'as carte blanche pour Green et Kevin Porter Jr., c'est sûr. Mais à côté de ça, Wood, 26 ans, qui a beaucoup de minutes. Jason Tate, 26 ans, bon, c'est un deuxième année, mais plus vieux. Rick Gordon, Tyce, qui ont des minutes. T'as Şengün en sortie de banc, mais c'est à peu près tout après, tu vois. T'as pas... Au final, OKC, et avec Orlando, je pense, l'équipe qui s'appuie le plus sur une base de jeunes et qui est quand même un minimum compétitif, tu vois. Donc là-dessus, je suis plutôt satisfait pour l'instant. Et ça vient notamment d'un joueur qu'on avait les doutes et qui revient bien, c'est Beasley, nous on voyait peut-être moins jouer ou être moins impactant ou peut-être moins positivement. Peut-être perdre un peu de minutes au fur et à mesure pour beaucoup, mais ces derniers temps, faut dire que ces minutes, il les mérite, quoi. Mais c'est pour ça que tu parlais du fait que Kenrich avait moins de minutes, parce que ça correspond aussi au moment où Beasley redevient performant. Là, je pense que depuis 3-4 matchs, là, on voit vraiment des choses très très intéressantes de la part de Darius Beasley. Il est un peu moins foufou. Alors, je sais pas ce qui s'est passé là depuis 3 matchs. J'espère vraiment que je vais pas lui porter malheur et qu'il va continuer comme ça, parce que voilà, la version que tu vois de Darius Beasley, là, est une version qui est très 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 intéressante. Et encore une fois, c'est bizarre, hein, c'est quand il prend moins de 3 points et qu'il attaque plus le cercle qu'il devient plus intéressant. C'est étonnant. Est-ce que... Ouais, mais c'est aussi quand il en met un petit peu, parce que ça lui débloque pas mal de choses s'il arrive à mettre 1 ou 2 tirs. Franchement, hein, parce que il aura moins de difficultés à driver, il aura... Tu vois, je sais pas, mais je trouve que ça l'aide quand même si il est pas sûr à droite, qu'il est pas à 100%, et s'il en met 1 ou 2, ça va débloquer la situation un petit peu pour lui. Oui, mais faut qu'il... Tu regardes sur... Allez, le match contre les Clippers, il est à 3 sur 8, mais il y a 7 pertes de balles quand même. 7 pertes de balles, c'est beaucoup. Tu regardes, même si moi je trouve qu'il est bon, hein, franchement, bon, dans le clutch, oui, effectivement, mais bon, en même temps, c'est Darius Beasley, il a largement fait pire que ce qu'il a fait. Tu prends les 3 matchs là où il est très bon, Lakers, Spurs, New Orleans, là sur la série de 3 wins, les tirs à 3 points tentés, il y en a 3, 1 et 3. Bah voilà, t'es pas au 7 qu'il y avait en début de saison. Non, 7 c'est trop. Voilà, 7 mais il est quand même à 47% à 3 points sur le mois de novembre, sur les 4 derniers matchs. Ouais, mais l'échantillon est tout petit. Je te parle même pas ça fait 4 par match. Ouais, mais t'as celui des Clippers aussi qui vient un peu fausser le truc parce qu'il est en temps 8, quoi. Donc voilà, sinon. Mais
Je suis d'accord avec toi que s'il fait que ça et il s'appuie que là-dessus, c'est compliqué. Mais il doit quand même en prendre. Le moment où il en met un, je pense que ça débloque beaucoup de choses pour lui. Après, là, sur les derniers matchs, sur les drives, d'un coup, il est plus propre. Il résiste mieux, encore mieux qu'avant, etc. Il Il est fait plus des meilleures patient. passes, il casse moins le jeu. Ouais, il casse moins le jeu. Il est bizarrement, ouais, tout allait mieux. Tu vois, peut-être qu'il se sentait mieux, je sais pas. Mais là, bizarrement, c'est vrai que tout allait mieux pour lui. Ce qui est assez surprenant parce que ça vient d'un coup, ça n'a pas été progressif du coup, mais là, il n'y a rien à dire sur ce qu'on voit. Ah bah non, il n'y a rien à dire. Alors, je n'aime pas que tu utilises le passé pour dire tout allait mieux. Il faut faire que tu dises tout va mieux, parce que ça, sinon, ça veut dire que voilà, Oui, ouais. il va déjà redevenir mauvais. Laissez-moi Ah, mais je profiter un pense petit que peu de le truc, Darius c'est Bailey. que là, personne serait surpris que ça dure en soi, et par contre, personne serait surpris que le prochain match il fasse n'importe quoi. C'est ça qui est Ah, mais moi, en incroyable, tu fait, vois. je redoute le prochain match où il va faire n'importe quoi, hein, très honnêtement. Mais après, voilà, si ça peut être un match sur 4 où il fait un match mauvais, tu vois, contrairement à l'année dernière où c'était 3 matchs sur 4 qui étaient mauvais, un match sur 4 qui était bon, tu vois, s'il peut inverser le ratio, voilà, c'est bien. Mais voilà, depuis 3 matchs, même 4 avec celui des Clippers, on voit un Darius Bazley qui est très bon, et du coup, voilà, ça retire des minutes à Kenrich parce que t'as plus besoin d'avoir un joueur entre guillemets qui t'apporte au scoring et qui est capable de rentrer ses tirs puisque Bazley est déjà capable de le faire. Ça enlève des minutes à Poku fatalement parce que lui déjà il est mauvais de base, mais en plus voilà t'as Bazley qui surperforme. Et voilà, et ça fait que le Thunder bizarrement est meilleur sur les 3 matchs là, sur les 3-4 derniers matchs. Bah, ça correspond aussi au fait que, alors que Shea est pas grandiose hein, sur les 4 derniers matchs, celui face aux Spurs, il est pas non plus spécialement bon, celui face aux Pels hier soir, il est pas spécialement bon non plus. Pas bon. Donc voilà, je trouve D'ailleurs, que je suis pas sûr qu'on ait eu un Shea à pleine possession, pas de ses moyens, mais en mode 100% à fond. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on n'a pas eu encore un énorme match de Shea. Vraiment. Même s'il y a eu oh, 2-3 matchs où il mettait tout, mais y c'était a pas par un période, match où il c'était met ce 30 fameux. points là contre Philly. Ouais, ouais, si, à Là, contre celui-là. Mais Golden après, State, il met 30 points, 11 sur 19. Tu vois, le match face aux c'est des Clippers, il est troisième pas mauvais non quart-temps ou plus. c'est Hein. des trucs. Ouais, mais on n'a pas eu encore le Shea game. Je pense pas. Ouais, mais après, est-ce qu'on l'avait l'année dernière Non, pas tant que ça. Tu vois, regarde, là, t'as quand même, sur le début de saison de Shea, t'as quand même 6 matchs qui sont à 24 points ou plus. Et on dit, oh, Shea, il fait pas un début de saison. Mais oui, c'est ça. Attends, sur ce début de saison, là, je vais vous retrouver les stats, là, tout de suite. Shea, sur ce début de saison, il est en 26 points, 5 rebonds, 4 passes, à 43% de tir, 36% à 3 points. Et on dit, bon, oh, il fait un début de saison, voilà, on n'a pas le Shea game. Le mec est en 26-5-4. On est en mode, bon, 26, ça... t'es sûr? Non, 22, pardon, 22.6, 22.6-5-4, et on est en mode, bon, il pourrait faire mieux. Ça montre à quel point on est exigeant auprès de Non, mais Shea. on est exigeant. On est exigeant, ça je suis d'accord avec toi. Pour peut-être conclure, j'ai une question pour toi. C'est une question qui nous taraude tous en tant que fans. Est-ce que ce début de saison un peu trop victorieux, déjà tu vois la question arriver si je dis ça, Ouais, mais tu sais que je c'est vais pas te donner la même problématique? réponse. Ouais. Est-ce que c'est problématique? Est-ce qu'on doit en profiter? Est-ce qu'on doit espérer gagner encore plein de matchs? Ou est-ce qu'on doit se dire, ouais, on gagne, mais à quel prix, tu vois? Genre, tu vois ce fameux meme, je sais plus, tu vois à peu près? Ouais, ouais, have one, but at what cost. Ouais. Mais non, bah, alors moi, franchement, j'ai changé d'avis depuis la loterie, là, depuis la douille de la loterie. Encore une fois, j'en avais parlé aussi la saison dernière. Je trouve que, en fait, bon, déjà, OKC aura 3 first pick cette année, avec celui des Clippers et celui des Suns. Où est-ce qu'ils seront placés? Ils seront peut-être pas forcément très très hauts, mais voilà. T'as toujours moyen de gruger à la loterie. Même si tu termines 11ème de la conférence Ouest, t'as toujours moyen de gruger, je suis désolé. Et je trouve qu'en fait, la saison dernière, en tout cas la seconde partie de saison, n'a servi à rien. Ça n'a pas développé les jeunes. La plupart des joueurs qui se sont retrouvés dans la rotation la saison dernière, soit sont plus là, soit ont été remplacés par d'autres joueurs qui sont meilleurs qu'eux. Je pense à un Théo Malédon, je pense à un Zvi qui est plus là, etc. Je pense à un Moses Brown qui est plus là non plus. Ça n'a servi à rien pour au final se retrouver avec une certaine douille à la loterie. Donc en fait, c'est un juste équilibre. Je trouve que
si OKC en fait gagne des matchs, genre voilà, si OKC termine 11e de la conférence Ouest, voire même, ça c'est peut-être c'est la question que je te poserai après, voir si OKC est peut-être en course pour un éventuel spot au play-in. Si c'est grâce à tes jeunes que tu gagnes des matchs, ça me dérange pas que tu te retrouves un peu, t'as un peu moins de proba, parce qu'après tu peux monter, hein, on sait pas, mais que t'aies un peu moins de proba à la loterie. Voilà, si c'est si tu gagnes 25 matchs parce que t'as Shea qui te plante 30 points, parce que t'as Guidi qui est fou, parce que t'as Beasley qui se développe bien et parce que t'as un Lugensort qui devient très intéressant, bah enfin qui devient encore plus intéressant que ce qu'il est actuellement, ça me dérange pas d'avoir moins de proba pour la draft, parce que de toute façon t'as tellement de pics de draft de toute façon que tu vas pouvoir les utiliser pour un trade. Voilà, donc non, effectivement c'est dommage entre guillemets de se priver un petit peu de proba, mais en même temps on a vu ce que ça a donné quand on avait des probas assez élevés la saison dernière. Là en plus c'est tes jeunes qui te font gagner, donc moi ça me... Voilà, je me dis pas qu'on doit se réjouir, en fait je prends ce qui vient très honnêtement. Si on perd, bah tant mieux, si on gagne, moi ça me dérange pas non plus, donc voilà, je prends ce qui vient très honnêtement, voilà, on verra, je pense que c'est déjà un peu trop tôt là, on est mi-novembre pour parler déjà de loterie. Très honnêtement, on va peut-être pas commencer à parler de loterie déjà à la Ah mais mi-novembre. si, la semaine prochaine, pod avec Alan pour les prospects, et Ouais, puis c'est voilà. ça, mais alors que la NCAA a repris avant-hier. Mais non, en tout cas, voilà, moi je trouve ça. Si tu gagnes grâce à tes jeunes, fatalement ta saison elle sera utile. Parce que tu auras du développement. Si c'est comme la saison dernière où la seconde partie de saison ne sert à rien et au final tu te fais douiller à la loterie, t'as vraiment perdu ton temps pour pas grand chose. Que là tu gagnes avec des jeunes, ok t'auras peut-être un pic moins élevé et encore, une nouvelle fois, mais au moins t'auras des jeunes qui seront développés et qui seront bien montrés. Non, je te rejoins quand même sur des points. C'est déjà que l'année dernière, la fin de saison n'a pas servi à grand chose. Que tu peux difficilement ne pas être satisfait quand tes jeunes jouent comme ça et que tu gagnes des matchs grâce à eux. Ça, c'est en tant que fan et même, voilà, même pour le futur, c'est reste intéressant. Après, moi, j'ai quand même ce petit goût amer, entre guillemets, mais faible, hein, mais où tu te dis, ah, est-ce que si c'est pour finir 11 ou 12 et t'as cramé tes chances pour pas grand-chose, tu vois, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Après, comme tu l'as dit, on est dans un cas où il y a plein de pics, il y a plein de choses, hein, il peut se passer énormément de choses. Tu vois, un petit Mais Karl t'as ce... Anthony Towns qui demande son trade, bah voilà, hein. Ouais, je veux dire, il y a le côté aussi, encore une fois, si t'as des pics de draft, oui, effectivement, les pics de draft, ça sert à drafter, mais ça sert aussi, quand t'en as tellement, ça sert aussi potentiellement à récupérer une superstar. Et si tu veux être un minimum attractif pour les superstars, bon bah faut être bon. Je te dis pas non plus d'aller Non, en c'est vrai, playoff, non, mais c'est faut vrai. être un minimum bon. Voilà, si OKC termine, je sais pas, allez, on va dire, allez, soyons fous, si OKC termine 10e de la conférence Ouest, là, et qu'on fait mentir tout le monde, et que voilà, t'as un Shea qui est fou, t'as un Giddy qui est dans le top 3, top 4, Rookie of the Year, etc. Bah tu vas commencer à intéresser potentiellement des joueurs qui se disent ah il y a un socle, il y a un joueur déjà très fort avec Shea, plutôt que bah voilà, si tu termines 14e de la conférence Ouest, bon bah globalement tu vas pas intéresser grand monde. Ah, mais par contre, si tu n'es pas en mode tanking et que t'es pas mal classé, il faut le jouer à fond, hein. Si tu peux accéder au play-in, il faut le jouer à fond. Là, c'est une expérience unique. Ah non, ça, je suis d'accord avec toi. Donc à voir. D'où ma question, que je pose aussi à ceux qui nous écoutent. Est-ce que OKC peut potentiellement venir choper un spot pour le play? Non. Moi je dis pas que ça va arriver, mais t'en es vraiment pas loin, je trouve. T'en es pas loin pour l'instant, mais je pense pas. T'as pas eu de blessure pour l'instant, contrairement à pas mal d'équipes. Oh, T'as y a ce pas beaucoup clutch où d'équipes qui tu... ont eu des blessures. Ah, Bah, les Pels déjà, ça ouais. aide pas. Ah non, c'est sûr. Mine de rien. Après les Pels, je suis désolé, je veux pas leur faire offense, mais les Pels, avec leur effectif qu'ils ont actuellement, ils devraient pas être à 1-11 quand même, hein. Je suis désolé, quand t'as Devonte Graham, Nickel Alexander-Walker, Jonas Valanciunas, t'as Trey Murphy en sortie de banc, tu dois pas être à 11. Mais effectivement, ça sert bien. Mais encore une fois, ça revient au fait de ce que j'avais dit quand on avait fait la preview. Chaque année, il y a une équipe que tu classes plus ou moins haut dans les previews de début de saison et qui se casse la gueule. L'année dernière, c'était Houston. Bah, cette année, ça a tout l'air d'être les Pels. Hmm. Mais t'es quand même trop limité dans cet effectif-là. Là, t'as gagné des matchs
Allez, contre les Lakers, c'est quand même 2 petits miracles, faut le dire. Alors certes, t'as maîtrisé ensuite pour moi contre les Spurs et contre les Pels, mais je pense que tu vas gagner les matchs contre les faibles, mais contre les forts, il y a pas mal de fois où tu vas te dire, ah, on est quand même un cran en dessous, tu vois. Donc je pense pas que c'est rempli. Par contre, peut-être que j'ai revu un petit peu à la hausse mes pronos de début de saison, effectivement. Ah bah voilà, toi aussi t'es comme moi, t'es au Non, mais 30 wins. pas énormément que ça, mais je suis un peu plus positif. On a fait un meilleur départ que je pensais déjà, tu vois, alors que pour moi, l'un des critères qui faisait qu'on allait vraiment être mauvais, c'est qu'on allait se faire défoncer tout le début de saison. Donc, Bon après là il y a les Kings là que tu peux potentiellement gagner à domicile en plus, surtout que les Kings sont sur 3 défaites de suite. Là par contre après tu repars sur un truc où tu vas enchaîner Brooklyn, Miami, ça va commencer à tousser un petit peu. Mais après c'est le calendrier, mais je trouve, moi je dis pas que OKC va arracher un spot pour le play-in, je dis juste que New Orleans, tu peux potentiellement être devant eux à la fin de saison, surtout si l'absence de Zion est de 2 mois comme ce qu'on dit. Tu regardes Houston, bon bah voilà, hein, la hype de début de saison là, encore une fois, je pense qu'elle s'est bien calmée, hein, donc globalement. Je trouve que Houston va mettre plus de temps que nous à se mettre en place. Tu vois, je pense qu'à OKC, il y a des oui. rôles qui sont définis, là où où à Houston, c'est pas vraiment le cas. Minnesota, rien à dire, parce que eux, c'est incroyable, ils ont... tu vois, ça, Minnesota, c'est une des équipes, tu vois, on parle de nous comme étant une équipe scandaleuse, gna gna gna, ils ont tanké la saison dernière, gna gna gna. Minnesota fait partie des équipes scandaleuses. Parce que eux, pour le coup, ils ont du talent, ils ont Ouais, ils ont 25 des coachs joueurs. différents, Ouais. ils ont changé de proprio, gna gna gna, et pourtant, ils font toujours la même merde. Donc je sais pas ce qui se passe à Minnesota, mais voilà. San Antonio, tu vois, c'est potentiellement une des équipes qui serait à notre niveau, je trouve. Mais voilà, on a réussi à les taper. Et je trouve qu'on n'est pas, voilà, on est au niveau de San Antonio, on est peut-être même un poil meilleur qu'eux si tu joues à ton plein potentiel. Et tu vois, il y a au-dessus, il y a Portland, Sacramento, tu vois, qui sont avec un bilan de 5 victoires, 7 défaites. Suffit qu'il y en ait suffit que tu passes devant une de ces deux équipes pour te retrouver dans le play-in, tu vois. Je trouve qu'une équipe comme Sacramento peut, même Portland, si Portland ça devient vraiment dégueu et que t'as Lillard qui demande enfin son trade, bah tu peux vite avoir un Portland qui s'écroule. Sacramento, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs que nous? Ils ont fait un bon début de saison parce que voilà, t'avais Harrison Barnes qui jouait à un niveau incroyable, mais c'est pas non plus la panacée. Donc je dis pas que KC jouera le play-in, mais je me dis que franchement t'es plus proche de la 10e place que de la 14e, très honnêtement. Ouais, je pense que Sacramento sera devant nous, je pense. Ouais. Je trouve qu'ils ont un effectif plus complet, à terme, ça sera plus solide que nous. Ça reste les Kings. Ça reste les Kings. Et encore une fois, Ah oui, après, OKC, ça reste les Kings. À tout moment, oui, ça repart en freestyle. Hein, non, je suis d'accord. tu vois, t'as des matchs où t'as des matchs qui vont être gagnés par OKC parce que c'est mieux coaché, parce que c'est plus stable en termes de collectif. T'as des équipes, voilà. Je pense que tu fais une fin de match face aux Wolves, OKC peut gagner dans le clutch, même s'il y a moins de talent, parce que c'est mieux structuré. Et c'est ce qui arrive sur ce début de saison. Tu prends des wins parce que dans le clutch, voilà, t'es mieux structuré, tu joues en équipe, etc. Donc je dis pas, voilà, est-ce que OKC ira au play-in, c'est présomptueux. C'est peut-être voilà, troll de ma part. Provocateur. Provocateur, merci. Mais je pense sincèrement qu'OKC sera plus proche de la 10e place en termes de bilan que de la 14e. Donc n'hésitez pas en commentaire à réagir à ça, à donner votre avis. Et on va se quitter là-dessus. Merci Constant encore une fois. Merci à tous d'avoir écouté. Abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'audio pour écouter le podcast en format audio, sur YouTube, sur Twitch, puisqu'on va être de retour bientôt avec les lives, etc. Donc suivez-nous partout sur Twitter, sur Instagram. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On va voir quel rythme on tient, peut-être le week-end prochain, etc. Donc restez connectés, suivez-nous partout pour pas louper un épisode. Et puis voilà, à bientôt, bonne nuit NBA encore une fois. À bientôt pour le match des Kings. Voilà, ça va être un grand match encore. Ça va être un grand match, ça fait rêver. À cette affiche. domicile, là, ouais. Non, Ouais, ça peut être fun. En vrai, ça peut être fun. Ça peut être fun. Bon, après, il y a les Nets qui arrivent, donc ça, c'est pour... Oui, non, là, ouais, ça va pas être alors la là, même. par contre, bon, ça va être compliqué, parce que là, il y a un numéro 7 en plus, il est chaud, et comme on sait pas vraiment défendre les forwards, lui, il va arriver, Non, il va ouais. faire, bonjour, c'est chez moi, En là, fait, ici, je reconnais l'endroit, ça va là. être,
Ça va être le test ultime pour Bazley. On va voir s'il a progressé ou pas. Ouais, là, ouais. Bah, après, il y a James Harden qui va retrouver son père, donc ça, c'est... Les retrouvailles familiales comme Non, ça, ouais, là, c'est toujours émouvant. Ces deux match-up, j'aime bien. Ça... Tu vois, je sais que Bazley va se faire défoncer, mais j'aime bien ce match-up. Donc, Bazley, non, mais ça là, va être à suivre. en même temps, tout le monde se fait défoncer par KD, Oui. donc bon, c'est pas... Voilà, mais c'est pas... Y a pas ça arrive à des gens très bien de se faire défoncer par Kevin Durant. Donc suivez ça avec nous très rapidement et à bientôt. Salut. Salut.